Comment vivre avec l'héritage de la Shoah lorsqu'on appartient aux générations d'après? C'est la question que pose cette nouvelle BD. Monsieur Guévot veut guérir de la Shoah. Un roman graphique audacieux et introspectif à travers la figure symbolique de Monsieur Guévot. Cet homme sans visage, ignorant tout de son passé familial, est réveillé par un improbable pirate juif ottoman. On suit les aventures donc d'une histoire familiale, douloureuse, silenciée. Une BD soutenue par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, imaginée par Michael Alouche, auteur, dessinateur, fondateur de l'école de BD Cézanne, et Anna Walder, journaliste et co-scénariste. Ils sont justement avec nous en direct en studio. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à Paris en studio effectivement ce matin. Alors c'est un titre quand même qui intrigue, hein. Monsieur Guévot veut guérir de la Shoah. La Shoah, c'est une maladie et donc on peut en guérir. Alors, la guérison, c'est un processus et la Shoah est un événement dont on fait le processus de dépasser le trauma qu'on porte sans même parfois en avoir conscience de cet événement. Oui, je pense que l'objectif, c'est de créer. Enfin, on a essayé de créer un paradigme, c'est-à-dire d'essayer. C'est très symbolique. L'objectif, c'est d'essayer plutôt de retisser les liens, par exemple, d'avant la Shoah, avec la culture d'avant la Shoah, essayer aussi de recoller les branches des arbres, de l'arbre généalogique qui ont été cassés. Souvent perdus, ouais. Souvent perdus, et puis sortir aussi de l'état de victime. Et puis sortir de l'état victime, finalement, c'est sortir de la définition qu'on fait de nous, les agresseurs. Alors, qui est ce monsieur Guévot, justement attribué d'une tête d'œuf? Et pourquoi une tête d'œuf? Qu'est-ce qu'il représente? Alors d'abord, c'est un être universel. Donc la tête d'œuf, c'est une tête d'abord sans visage, c'est-à-dire avec une identité qui repose simplement sur cette histoire de la Shoah et qui, à cause de la Shoah, se retrouve avec une identité creuse, vide de toute pratique religieuse ou surtout filiation avant la Shoah. C'est-à-dire qu'on a perdu des mondes d'avant. Et dans la BD, ce pirate ottoman représente un peu l'histoire de la famille, puisque Monsieur Guévot a une histoire ottoman, c'est-à-dire qu'il fait partie des Juifs d'Espagne qui ont été expulsés d'Espagne en 1492 et qui se sont retrouvés en Turquie. Oui, il y a toute une histoire sur les Juifs espagnols finalement, et ça c'est très intéressant. Pourquoi avoir choisi justement ce destin-là et pas un autre, peut-être quelqu'un qui viendrait d'Europe de l'Est par exemple? Alors d'abord parce que la famille de Michael est originaire de l'Empire ottoman, et donc on avait envie de retracer l'histoire de cette culture qui a évidemment quasiment disparu après la guerre, même s'il reste quand même quelques juifs turcs qui sont restés en Turquie et qui sont les dépositaires de cette culture. Mais en Europe, c'est une culture qui s'est vraiment effacée au profit de la culture française. Et donc l'objectif, c'était d'aller rechercher les racines de cette culture-là, parce qu'elle est très riche, elle est savoureuse, la langue est très dodue, elle est vraiment, elle est faite de chair et de sentiments. C'est une très belle langue et c'est marrant parce que c'est une langue qui a gardé l'espagnol du XVe siècle. Ouais. Donc on a des lettres qui sont de l'époque et qu'on n'utilise plus dans l'espagnol actuel. Donc ça, c'est très riche, quoi. C'est agréable de parler cette langue. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que vous dites aujourd'hui, ce qui reste pour la plupart des descendants des judo-espagnols, c'est les fameuses borracas. Oui, il ne reste plus que quelques recettes chez nous et quelques gros mots. C'est ça. Voilà. Alors vous évoquez donc le poids du silence, les trous de mémoire, les souvenirs qui sont enterrés dans les familles juives après la guerre. Comment se distinguent justement les 3e et les 4e générations par rapport aux précédentes? Est-ce qu'il y a des différences? Ah oui, il y a des différences assez importantes. Donc les petits-fils et les arrière-petits-fils. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez, pour reprendre un peu la chronologie, les 2e générations ont vécu dans l'ombre portée par les premières générations. C'est la définition qu'a formulée Annette Vivorka, l'historienne. Et la question, c'est les 3e générations, comment ils vivent ça? Et donc eux, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas leur histoire ou qui n'ont pas envie de la connaître. C'est le cas de Monsieur Guévot. Il y en a beaucoup à qui on a caché leur histoire parce qu'on avait envie qu'ils s'épanouissent sans ce poids-là. Et puis il y a ceux qui ont entendu l'histoire mais qui ne sont pas rentrés réellement dans la recherche. Et finalement, Monsieur Guévot, ce qu'il propose comme chemin,
c'est d'aller chercher les informations, d'aller au plus dur, parce que pour faire du récit traumatique un récit familial. D'ailleurs, il y a une discussion dans la BD avec une dame qui travaille au Mémorial de la Shoah qui dit vous êtes vraiment différents, les troisième génération, parce que vous voulez vous approprier cette histoire. Vous avez du mal à donner, par exemple, des documents que vous trouvez quand vous les trouvez, quoi. Parce qu'on sent bien que ça va pas par rapport à cette histoire. C'est pas une histoire qui fait partie de l'histoire. C'est une histoire qui ne passe pas encore. C'est un passé qui ne passe pas. Alors, donc, on a besoin de comprendre, parce que ça, on s'éloigne tout doucement de cette histoire et on la comprend de moins en moins. Et donc, on a besoin d'abord de la comprendre, ensuite d'apprendre à verbaliser, ensuite de se la réapproprier. Et ça va nous permettre de nous relier dans les familles, c'est-à-dire de nous retrouver, de nous réinscrire dans la généalogie, que d'aller retrouver un grand-parent, de comprendre leur histoire pour pouvoir se relier. D'ailleurs, les personnes que vous citez, alors on va pas spoiler la BD évidemment, mais il y a des personnalités historiques. Est-ce qu'elles ont vraiment existé, par exemple les victimes dont on parle dans cette bande dessinée ? Oui, tout est vrai, sauf Sinan le Juif. Enfin, remarque, il est vrai. C'est un vrai personnage historique qui a vraiment été le bras droit de Barberousse. Et comme certains juifs expulsés d'Espagne pendant un siècle se sont retrouvés dans la piraterie. Ouais, et on visait notamment beaucoup de bateaux espagnols. Donc ça part d'une vraie histoire, sauf qu'on en fait, sauf que ce pirate passe les siècles et on en fait mon arrière-grand-père. Ah ouais, c'est ça. Histoire trop peu méconnue. D'ailleurs, peut-être qu'un jour vous ferez une BD spécifiquement sur les pirates juifs. Il y a beaucoup de choses à raconter. Et donc ça part d'une réelle quête familiale, puisque on est parti de rien. C'est-à-dire qu'on disait que nous, tout allait bien, on est passé entre les gouttes. Et puis très vite, on a compris que quand on passe entre les gouttes, eh bien, on est forcément mouillé. Et donc cette quête, elle est devenue de plus en plus urgente, et on a retrouvé 7 personnes mortes en déportation et une qui en est revenue. Et donc ces 8 personnes, c'était des fantômes. Donc on était possédés par des fantômes, et en étant possédés par des fantômes, on était dépossédés de cette inscription généalogique. Donc en les retrouvant, on a permis de mettre un nom, un visage, et de nous relier à nouveau. Alors c'est un livre finalement que j'ai trouvé assez hybride. On va voir quelques pages d'ailleurs qui vont défiler pour ceux qui nous regardent sur YouTube. En plus du récit intime, certaines pages frôlent l'essai ou même le documentaire. Certains disent c'est une docu-fiction finalement, avec des interventions d'historiens comme Georges Bensoussan. Pourquoi avoir fait ce mélange des genres ? Comment vous avez travaillé aussi là-dessus ? Ça, je pense que c'est lié au prisme qu'on a choisi pour travailler, c'est-à-dire que on mêle le scénario et le journalisme, et donc on a cherché une manière de prendre les éléments de l'enquête et de les rendre les plus digestes possibles, et donc on se retrouve en fait avec des explications d'historiens, mais qu'on a essayé de faire rentrer dans un fil narratif qui fasse que quand on le lit, on a l'impression on n'a pas l'impression de lire une thèse, quoi. Ouais. Oui, et puis il s'agit d'une quête. Une quête d'identité, ça c'est intemporel, c'est tout le monde en fait, tout le monde fait une quête, sauf que là c'est une quête dans l'histoire, et il fallait l'éclairer par des historiens. Au bout d'un moment, au bout de la quête, il a fallu qu'on comprenne plus largement, au-delà de la famille, il a fallu qu'on comprenne comment est-ce qu'on récupère cette mémoire de la Shoah 80 ans après. Et puis il y a eu le 7 octobre. D'ailleurs, alors on va parler du 7 octobre, mais c'est intéressant parce que aujourd'hui certains disent qu'il faudrait davantage parler de devoir d'histoire que de devoir de mémoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, devoir d'histoire, devoir de transmission aussi. Moi, je trouve ça très juste. C'est pour ça qu'on l'a relayé dans la bande dessinée. L'idée, je pense que c'est le devoir de mémoire. Au départ, historiquement, c'est quelque chose de faux. C'est-à-dire que c'est une mauvaise traduction du titre d'un livre de Primo Levi. Et ensuite, le devoir de mémoire implique une obligation. Et je pense qu'il faut inviter au devoir d'histoire plutôt que obliger au devoir de mémoire. Parce que certains disent on parle trop de la Shoah, mais en fait on en parle mal, en fait, c'est ça. Au sein des familles, on en parle trop, peu ou pas assez. On ne sait jamais vraiment comment en parler. À l'extérieur, il y a beaucoup de mots galvaudés. On parle des heures sombres de notre histoire. Ce sont des expressions qui finissent par ne plus rien dire. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on va vraiment essayer de s'approprier ces mots-là pour en faire quelque chose d'intéressant dans le débat public. Alors Mickaël, vous parliez du 7 octobre, c'est vrai, vous l'évoquez dans la bande dessinée, les massacres du Hamas en Israël,
la flambée d'antisémitisme ensuite qui a suivi dans le monde et en France particulièrement. Le 7 octobre d'ailleurs qui est souvent comparé par les Israéliens avec la Shoah. Pourquoi c'était important pour vous de ne pas parler uniquement du passé et d'inclure cet événement dans la bande dessinée ? Parce que c'est le livre de Monsieur Guevo, c'est-à-dire c'est l'histoire d'une quête, là maintenant en 2025, 2024, 2023. Donc en fait, on veut être dans le temps présent, on représente jamais par l'image 40-44, on est jamais dans les camps à l'époque. Si on est dans les camps, c'est dans les camps en 2025 pour comprendre avec ce qu'on a comme outil, des archives. Et donc on est bien à notre époque. Et à notre époque, pendant qu'on a fait le livre, effectivement, il y a eu le 7 octobre qui est arrivé. Ça nous a sidérés. C'est-à-dire que pendant 1 mois, 2 mois, on n'a pas pu faire avancer cette quête, on n'a pas pu travailler sur l'album. C'était impossible, on s'est même demandé si on ne remettait pas en question le récit, s'il faisait sens. Et puis très vite, on s'est aperçu qu'il fallait mettre à distance le 7 octobre dans les émotions que ça nous procurait, c'est-à-dire que le 7 octobre, évidemment, est un acte génocidaire, à visée génocidaire, mais la comparaison avec la Shoah est très problématique, parce que ça minimise ce qu'était la Shoah. C'est-à-dire que la Shoah est la Shoah, d'autres événements sont d'autres événements, et tout le problème, c'est les questions de comparaison et de confusion. Très rapidement, on va terminer par la forme de cette bande dessinée. Le graphisme est quand même très original, beaucoup de couleurs vives. Alors c'est pas évident, j'imagine, d'articuler cette explosion de couleurs avec un sujet aussi grave que la Shoah. Alors, encore une fois, on voulait faire un album contemporain avec des couleurs contemporaines. On voulait éviter le rapport mélodrame du rapport à cette histoire. C'est un livre qui est très dur par moment. Ouais. Et pour autant, c'est un livre qui demande au lecteur d'être réactif en permanence. On veut du vivant, on veut de l'expressif, on veut ressentir des choses et pas simplement s'endormir sur des faits déjà portés, quoi. Un dernier mot, Anna, à qui s'adresse cette bande dessinée ? Je pense qu'elle s'adresse à tout le monde parce que l'objectif finalement quand on parle de guérison, on finit le livre sur l'éventualité d'une guérison collective. Donc guérir à plusieurs, c'est-à-dire faire de la Shoah une histoire collective, ce qui en soi elle est déjà, mais en tout cas le rappeler. Et puis je pense que qui est à l'aise avec cette histoire-là. À part quelques historiens passionnés qu'on a pu interviewer, je pense que personne ne l'est, donc je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Ouais. Monsieur Guevo veut guérir de la Shoah, une bande dessinée donc sortie à la fin du mois d'avril dernier. Merci beaucoup Anna Walder, merci Mickaël Alouche. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Merci.